Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, l'entrepreneuriat au Maroc à la lumière d'initiatives telles que Força ou sa grande sœur Intelaka. Au cœur des recommandations du nouveau modèle de développement pour l'égalité des chances, et bien que la toute petite entreprise constitue en nombre essentiel le tissu entrepreneurial marocain, pourquoi les politiques publiques pour l'entrepreneuriat n'atteignent pas leurs objectifs? Faible accompagnement, diront certains, mais est-ce le rôle d'une institution bancaire? Dispose-t-elle de la ressource nécessaire à même de porter un jeune au statut d'entrepreneur avec un business florissant, ou un business plan en tout cas? D'autres pointeront la mauvaise gestion de l'État des programmes d'accompagnement. Comment alors optimiser les millions débloqués pour faire de l'entrepreneuriat une alternative viable et fiable pour l'emploi? Pour Kawalati, Intelaka ou le tout dernier Força, quelles sont les failles de ces programmes? Comment capitaliser sur ces erreurs pour fine-tuner les approches futures? Et l'enseignement dans tout cela. Pourquoi inculquer le mindset entrepreneurial ne figure pas dans les cursus dès le plus jeune âge, bien que cette ambition a été affichée par bien des gouvernements? Quand pourrons-nous aspirer à être des champions de l'entrepreneuriat alors que le constat est sans équivoque? La petite entreprise marocaine dispose d'une marge de manœuvre minuscule pour survivre. Nos jeunes pousses peuvent-ils patienter davantage pour un statut social décent? Des questions d'actualité que nous poserons ce soir à deux experts. Bonsoir Ila Hatid. Bonsoir Khadija. Vous êtes donc consultant international en management et on va parler de management aujourd'hui, que ce soit d'un management de l'entreprise ou un management d'un programme entrepreneurial avec vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment pour l'invitation. Et j'ai un plaisir renouvelé d'accueillir par Skype Youssef Nasseri, analyste économiste. Bonsoir Monsieur Nasseri, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija et merci pour l'invitation. Si on s'en tient aux chiffres de l'OMPIC, des chiffres de création d'entreprises au Maroc, de nouvelles entreprises au Maroc, il y a eu un rebond exceptionnel en 2021, bien sûr après l'année Covid, c'est un peu logique et normal. Mais pourquoi ce référentiel, messieurs, donc en termes de création d'entreprises, n'est pas réellement révélateur de la bonne santé du tissu entrepreneurial marocain? La question est ouverte. Qui veut prendre le lead? Adila Hatid. Je peux vous dire que c'est un très bon chiffre qui est pris isolément et c'est une bouffée d'oxygène de dire qu'on a créé tant d'entreprises. Mais personnellement et de par ma spécialité, je connais beaucoup de gens qui disposent d'entreprises dans les tiroirs. C'est-à-dire c'est des statuts, ça s'arrête 58 000, parce que voilà. 58 000 en 2021. Donc ce qui serait bien, c'est de faire toujours un suivi sur les 5 premières années qui mondialement, c'est la période où au moins la moitié va disparaître. Et même dans les pays développés où il y a aucun problème d'accompagnement, où l'accès au financement il est basé généralement en Amérique du Nord, que je connais très bien, juste 20% d'apport, un bon business plan, et vous avez le financement, vous pouvez choisir la banque. Vous avez l'embarras du choix. Parce que on finance les idées, on n'est pas des usuriers, entre guillemets, pour prendre des garanties réelles. Très bien. Une réaction, Youssef Nasseri, avant d'attaquer les programmes d'accompagnement, parler d'entrepreneuriat de manière générale. Beaucoup d'entreprises mettent la clé sous la porte. Ce n'est pas propre au Maroc, mais la situation au Maroc est un peu plus critique par rapport à d'autres pays. Je suis tout à fait d'accord et j'aimerais bien dire un point sur ce chiffre, le nombre de créations par an. Ça, pour moi, je le vois d'un autre œil, sous un autre angle. C'est l'angle que le Marocain il est prêt à entreprendre. Le Marocain il est prêt à mener l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est comme ça comment je lis cette augmentation importante et intéressante de création d'entreprises. C'est vrai que le taux de mortalité, et là c'est une autre question, le taux de mortalité il est énorme au Maroc. Oui. Comparaison avec le nombre de programmes et de soutien et de politiques qu'on dit qu'on est en train pour accompagner la très petite entreprise d'une manière générale. Donc pour moi, le taux de mortalité pris sans tenir compte de ces multitudes de programmes qui existent, je dirais que c'est dans la moyenne mondiale, comme a dit c'est Hatid. Mais vu surtout ces 10 dernières années, on voit des dizaines de programmes qui sont mis en place, que ce soit de financement, que ce soit d'aide au démarrage, et malgré ça, on n'arrive pas
à arrêter cette hémorragie de fermeture d'entreprises. Donc, selon vous, la question n'est pas réellement de créer de nouvelles entreprises, mais de les garder en vie. C'est ça le constat, finalement. Alors, justement, puisqu'on parle de constat, parlons de Muqawalati d'abord. On va peut-être procéder par ordre chronologique. Muqawalati, c'est un peu le parent d'autres initiatives telles que Força, on va y arriver, et bien sûr, Intelaqaa, on va en parler aussi. Pourquoi ça, c'est un échec? Parce que, bon, la question se pose même plus, est-ce un échec ou une réussite? Mais pourquoi ça a été un échec? Et quelles sont les failles? Est-ce que ces failles-là, on les a bien déterminées? Finalement, avec beaucoup de recul, donc c'était un problème de comportement déjà. Des gens qui ont pris le crédit avec l'argent. Et ça renvoie en amont à l'éducation et à l'enseignement. Et je ne voudrais pas sortir du sujet, mais aujourd'hui, nous avons un grand chantier qui est mené par un monsieur qui, personnellement, moi, m'inspire beaucoup de confiance, monsieur Jacques Ben Moussa, pour travailler sur l'éducation et l'enseignement et en profondeur, au lieu d'embellir la surface comme on avait l'habitude de faire. Quel est le lien entre ce que je viens de dire, la corrélation significative avec l'entrepreneuriat? Personnellement, et de par ma spécialité, j'ai connu beaucoup de gens qui se sont associés. Dans le programme Muqawalati, on pouvait aller jusqu'à 3 associés et avoir 100 000 chacun. Ce qui équipait un bon atelier de mécanique. Je connais des gens qui étaient des dieselistes et dans une zone qui est irriguée, donc ils n'arrêtaient pas de travailler. Mais quand ils se sont enrichis, comme il n'y avait aucun accompagnement, ils sont partis ouvrir chacun son atelier, donc la réussite dans le métier de dieseliste a continué. Et ils ont délaissé le projet commun parce qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre. Donc l'État ici, elle a fait un travail extraordinaire. Mais c'est pas plus mal, je veux dire, si chacun s'est mis à son compte et que oui, mais ils n'ont jamais remboursé le crédit initial. Ils n'ont pas remboursé le crédit. C'est ça qui me fait mal, moi, dans l'histoire. Ah, donc il y a un problème de remboursement. C'est le recouvrement du crédit qui n'a pas été opéré. Exactement. Carrément. Exactement. L'État n'a jamais récupéré son argent et la majorité des projets n'avaient pas échoué sur le plan fonctionnement. C'est l'idée qu'on peut avoir. Exactement. Les gens n'ont pas remboursé parce que le rapport avec l'argent, quand on a un problème d'éducation et d'enseignement, et ça a été vérifié, comme on l'avait dit tout à l'heure dans les coulisses, même en France. Quand il y avait l'idée de réseau entrepreneur de Maroc, quelqu'un qui a beaucoup de recul, qui est un grand entrepreneur, il a dit, c'est quand les gens commencent à gagner de l'argent avec l'équivalent de 100 000 dirhams que le problème commence, il ne se termine pas. Il était le seul à souligner cette thèse. Donc il a dit, on va faire un appel au grand public, quels sont les entrepreneurs, les grands journalistes, professeurs universitaires qui connaissent l'entrepreneuriat, qui peuvent accompagner chacun 3 ou 4 personnes sur une année, mais le programme s'étale sur 36 mois. C'est une réussite totale. Vous parlez du réseau Entreprendre Maroc, qui est, je ne dirais pas une filiale, mais qui est affilié mondialement au réseau Entreprendre France, qui est étalé dans plusieurs pays du monde. Sa réussite ne vient pas de l'équivalent de 10 000 € qui est donné, mais du fait qu'il y a un mentor, un accompagnateur qui reçoit chaque 15 jours la personne et qui a même un droit de regard sur le compte. Parce que quand vous allez voir qu'il y a beaucoup de recettes, par exemple un ferronnier, il commence à vendre, il connaît 2, 3 architectes parce que son mentor, il va lui dire, si tu fais de la ferronnerie artistique, si tu ne parles pas aux designers, aux grands architectes, tu auras du mal à taper dans les portes des grands promoteurs pour vendre ça. Quand l'argent commence à rentrer, c'est là où il y a le problème. Ils vont investir loin de l'entreprise, acheter des terrains, des appartements en face de la mer, des voitures surdimensionnées par rapport à leur standing financier, etc. Donc le monsieur, il était le seul à voir juste, il a dit, l'accompagnement et l'accompagnement. On va certainement parler de ces méthodologies d'accompagnement qui soient optimales. Mais avant, Youssef Nasseri, on parle aujourd'hui de Intelaqaa avec un bilan mitigé sans pour autant avoir... On a des chiffres, on a quelques chiffres assez parlants, 24 000 sociétés depuis son lancement donc en février 2020 par Sa Majesté le Roi. C'est censé, bien sûr, c'est un programme qui est censé accompagner, on insiste beaucoup sur accompagner, parce qu'avant de financer, il faudra accompagner, et après avoir financé, il faudra accompagner, c'est là où le bas blesse. Que pouvez-vous nous dire sur ce programme Intelaqaa, peut-être aussi un mot sur Muqawalati, en complémentarité à ce qui a été développé par Abdillah Atid? En complémentarité, je dirais que l'échec du programme Muqawalati, c'était dû principalement au choix des profils de personnes. Une bonne partie de ces jeunes dans le temps entrepreneurs n'avaient pas
les épaules assez larges et n'avaient pas l'esprit d'entreprendre. Donc, on a choisi de bonnes idées, c'est vrai, on a choisi des projets qui pouvaient marcher, mais on n'a pas fait l'accent sur le profil de l'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, avec toute la bonne volonté du monde, même on a une idée innovante, mais si on n'a pas la carrure d'un vrai entrepreneur, à ce moment-là, c'est difficile de garantir la pérennité de l'entreprise. Et bien sûr, ce qu'a dit Seatil, c'est que ça rentre dans ce cadre. Parce que les personnes, au lieu d'investir dans les outils de production ou les outils de travail, ils ont investi ailleurs, et d'où l'échec monumental. D'autre part, je crois que Moukawelati, il était victime du succès de l'émission Challenger qui était dans une chaîne qui était lancée dans une chaîne publique, parce que les gens, ils étaient beaucoup plus dans le paraître et n'étaient pas dans le travail. Ils étaient beaucoup plus dans le paraître, comme quoi moi aussi j'ai bénéficié d'un prêt, et ce prêt c'était grâce à une émission qui a connu un succès. Donc un petit peu, on n'a pas travaillé l'humain. On était allé beaucoup plus sur la mode dans le temps qu'on va encourager l'entrepreneuriat, mais c'est pour autant choisir les bons entrepreneurs. Ça d'une part. Pour parler d'Intelaka, je crois que Intelaka, pour moi, c'était un très, très, très bon programme, et il est toujours. Mais ce qui manque, il y a deux phases à mon avis Intelaka. Il y a la première phase qui était d'oxygène au moment du lancement. À ce moment-là, si vous vous rappelez, on était en plein démarrage de crise Covid. Donc, il fallait une bouffée d'oxygène pour les jeunes et pour l'entreprise d'une manière générale. Donc, c'était un bon démarrage. Donc, il y avait une sélection assez rigoureuse. Par la suite, il y avait Intelaka. Le démarrage d'Intelaka, à mon humble avis, du fait que je suis plein dedans de vu mon travail d'expert en entrepreneuriat, le démarrage, ça a été très bien fait parce qu'il y avait une vraie sélection de projets, une vraie sélection de profils, et il y avait un certain début d'accompagnement. Mais par la suite, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les banques se sont ruées vers la quantité. Et donc, on était allé vers l'objectif, c'est devenu des chiffres soviétiques. Combien de prêts? Il y avait cette compétition entre les banques. Combien de prêts Intelaka chaque banque avait donné pour servir de communication et pour servir de... Et à ce moment-là que les problèmes ont commencé avec le manque avec l'absence de remboursement. Et l'absence de remboursement, je crois que c'est un point dont Intelaka n'a pas tenu compte, c'est que c'est un crédit qui était donné en pleine crise. C'est ça. Alors justement, est-ce que... Donc il fallait, si vous permettez... Allez-y, je vous en prie. Il fallait donner un vrai délai, pour commencer, un vrai délai d'échéancier pour rembourser ces crédits. Une fois le délai terminé, les banques, ils ont enlevé le casquette sociale et sociétale, ils ont commencé à demander leur argent. Quelque part, ils ont raison, mais c'est le projet qui n'a pas été trop bien conçu au début. Je voudrais juste ajouter, c'est que les gens, le monde parle d'Intelaka, parle de Força, parle de Moukawelati. Mais on oublie qu'il y a d'autres programmes aussi importants que de point de vue volume de financement ou que de point de vue nombre de bénéficiaires. Ce programme, c'est l'INDIH. L'INDIH qui est à sa troisième phase, qui a accompagné des centaines de milliers de personnes. Je parle en entrepreneuriat. Donc, le démarrage, ça a été une activité génératrice de revenus. C'est des petites AGR, des petites coopératives, des petits métiers à accompagner depuis son démarrage. Il y a aussi des programmes équivalents lancés par le ministère de l'Artisanat pour le financement de tout ce qui est artisanat et tout ce qui est artisanat de service. Il y a un programme qui est lancé par le ministère de l'Agriculture, Green Generation, qui finance aussi les jeunes porteurs de projets dans le domaine de l'agriculture. Il y a des programmes de financement lancés par Maroc PME et sous l'égide du ministère de l'Industrie. Il y a des programmes lancés par le ministère de Jeunesse et de Sport pour encourager en partie l'entrepreneuriat sportif. Et dernièrement, il y a même un programme
lancé par le ministère de la Culture pour encourager tout ce qui est entrepreneuriat culturel. Donc, on voit qu'il y a de multitudes de programmes, que ce soit le budget, il est énorme, et le nombre de bénéficiaires, il est beaucoup plus important que je vais, avant qu'on parle, justement, Sina Seri, certainement, il y a beaucoup de programmes. Je vais juste m'arrêter sur Intelaka. Je reviens avec vous sur Intelaka, avant qu'on passe à autre chose. Pour certains, et ça a été relaté notamment sur les réseaux sociaux et du bouche à oreille, que l'argent qui a été contracté à travers les prêts de Intelaka a été déboursé. Parce que vous avez parlé, au début, quand on parlait vous évoquez Mokawalati, vous parlez de carrure d'un vrai entrepreneur, alors que Intelaka a été utilisé par des entrepreneurs qui existent déjà, pas en devenir, et qui ont utilisé cet argent-là pour acquérir des voitures de luxe, ou en tout cas des voitures, ou pour acheter c'est-à-dire cet argent n'a pas été utilisé pour créer de la richesse et de la valeur. Finalement. Ça m'étonne que c'était le cas pour Intelaka. Je crois que le problème qui est arrivé avec Intelaka, c'est que... c'est des remontées, c'est des remontées qui ont été soulevées. Parfois, c'est un entrepreneur qui contracte, et ça, j'ai eu ce retour-là à travers un banquier. C'est un entrepreneur qui a contracté le prêt à travers sa femme pour l'utiliser pour la trésorerie de son entreprise qui, vous l'avez évoqué à juste titre, a souffert des dommages collatéraux de la Covid-19. Et j'en passe, les exemples sont multiples. C'est-à-dire que, in fine, ce n'est pas une question d'esprit d'entrepreneur, ce sont des entrepreneurs, voire même aguerris, mais qui trouvent que Intelaka, c'est un moyen d'avoir de la liquidité, tout simplement. Ça, c'est ce que vous avez dit, Madame Khadija, je suis tout à fait d'accord, mais c'était pour une partie Non, je ne généralise pas. Loin de moi l'idée de généraliser. Mais là, effectivement. Je sais, mais je suis en contact je travaille dans ce cadre avec 2 banques, et c'est les premières banques qui octroient le crédit Intelaka. Il y a une banque qui a une structure d'accompagnement. Et là, je peux vous assurer qu'ils arrivent à réussir ces projets et à garantir le remboursement. Ce qui est arrivé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on est passé à l'objectif de chiffres, et je dis bien de chiffres soviétiques, le plus important, c'est combien de projets on a financé et qui a réussi et qui est devenu pérenne. Mais l'objectif. Mais au bout de 2 ans, on ne peut pas parler de réussite d'un projet, Sina Seri. Je parle de pérennité. Oui, mais même la pérennité, je veux dire, dans la vie d'une entreprise, qu'est-ce que 24 mois? Qu'est-ce que 12 mois? C'est juste la période d'amorçage. Absolument. C'est juste la période d'amorçage. Donc on ne peut pas parler de réussite. Détrompez-moi si je me trompe, je ne suis pas entrepreneur. Écoutez, on est plein dedans avec la petite entreprise. En général, pour nous, une très petite entreprise qui démarre et qui arrive à passer le cap des 3 premières années, pour nous, c'est une réussite parce que c'est les années les plus critiques. Donc, on ne peut pas vraiment dresser de bilan de Intelaka aujourd'hui? Il a dit que non. Pourquoi? Non, parce que vous l'avez bien dit vous-même. Mondialement, moi, je suis beaucoup de statistiques et de benchmarks. On fait le bilan au bout de 5 ans minimum. Et au bout de 5 ans, même dans le monde développé, la moitié des entreprises disparaissent. On ne le voit pas, mais effectivement, notre cher Youssouf Nasseri, à qui associé, donc il approuve que c'est au bout de 5 ans. Même aux États-Unis, au bout de 5 ans, la moitié des entreprises disparaît. Il ne faut pas se faire d'illusions. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde d'abord qui peut devenir entrepreneur, même s'il a un bac plus 8 en entrepreneuriat. Moi, chaque fois que je le dis, je commence à recevoir des coups de partout. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière l'état d'esprit, il y a aussi un état de santé. Beaucoup de gens s'installent dans des activités où l'agitation commerciale est tellement grande, alors que s'ils avaient fait un bilan de santé, on leur aurait dit n'allez pas là où il y a beaucoup de variations d'état d'âme, là où il y a beaucoup de déplacements. Alors que vous n'arrivez pas à me suivre. Je ne visualise pas votre idée. Exactement. Et j'imagine que si moi je ne la visualise pas, je travaillais dans un programme canadien pendant 2 ans. On accompagnait les gens promoteurs, version canadienne. On faisait un bilan de santé à la personne. Vous allez dire pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont le diabète très avancé et qui veulent faire une activité où ils doivent faire le commercial toute la journée sur le terrain. Non, on ne vous donne pas 10 000 $ parce que ça va être jeté par la fenêtre. Vous pouvez faire infographiste dans un bureau climatisé, designer, et quelqu'un d'autre ira faire le commercial pour vous. Vous voyez à quel point de détail on rentre.
Et un parmi ces programmes s'appelle les cercles d'emprunt. C'est un emprunt de 10 000 $ à 0% sans garantie. Ah. Mais le plus important, encore une fois, je suis obsédé par le mot, s'ils n'acceptent pas qu'un entrepreneur bénévole, il y a une longue liste d'entrepreneurs bénévoles. Réseau Entrepreneurs du Maroc, ils ont 350, j'ai consulté hier leur site internet. L'entrepreneur, il paye 3 000 dirhams pour devenir mentor bénévole. Ça fait rire, hein? 3 000 dirhams pour aider. Et pendant 36 mois, il dit « je ne peux accompagner que 6 personnes ». Parce que peut-être il a une fibre financière, il va les accompagner sur la partie financière. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont créé des projets qui ont lien avec la finance. Quelqu'un d'autre, le commercial, quelqu'un d'autre, la logistique et les opérations, ce que vous etc. dites, en gros, enfin pas en gros, mais implicitement, c'est que ce n'est pas du rôle des banques. Et là, c'est ma question. C'est pas le rôle aussi. des banques, ça. Est-ce que ce sont les banques qui doivent accompagner les porteurs de projets? Non, attendez, on va être vraiment terre à terre. Les banques, déjà, en finançant moyennant 2%, je ne suis même pas sûr que c'est le coût de l'argent, avec l'inflation. Donc, ce n'est pas pour défendre les banques. Pour ça, c'est à 0%. Hein. Pardon? Nous y viendrons. Pour ça, c'est à 0%. Voilà, Intelakar, 2%, ou un peu moins pour le monde rural, ce n'est même pas le coût de l'argent avec les temps qui courent. Si on leur ajoute aussi qu'ils doivent recruter du monde, c'est des charges fixes, et qu'ils doivent avoir des bureaux et des installations pour accompagner, ce n'est pas leur rôle. C'est le ministère de tutelle à qui la primature elle a donné le programme qui doit faire ce travail avec l'argent public. Très bien. Une réaction là-dessus avant de parler de la tutelle, justement. Youssef Nasseri, c'est le rôle de qui? À qui incombe la responsabilité? Vous avez dit que vous travaillez avec 2 banques de la place et qu'il y en a une qui se démarque grâce justement à un programme qui est vraiment ciblé pour bien accompagner les porteurs de projets. Mais est-ce que c'est le rôle de la banque? C'est un peu comme pour la finance participative dans les projets. Dites-moi. Le rôle de la banque, ce n'est pas d'assurer tout l'accompagnement, mais assurer une partie de l'accompagnement en étroite collaboration avec tous les acteurs qui devaient faire l'accompagnement. Je vous donne un simple exemple d'un mariage de la banque avec le programme le programme Indiage. C'est-à-dire que la banque assure une partie, l'accompagnement financier de l'entreprise, et l'Indiage, elle assure l'accompagnement sur tout ce qui est soft skills, sur tout ce qui est business plan, sur tout ce qui est posture de l'entrepreneur. À ce moment-là, c'est une complémentarité. Il y a une banque qui a mis en place des structures dans différentes régions du Maroc qui font de l'accompagnement de A à Z. Et là, c'est pas des investissements perdus parce que ces entrepreneurs, ils ouvrent des comptes dans ces banques. Donc la banque, elle gagne aussi au-delà des 2% d'Intelakar. Et je crois, pour ne pas dire, je vais m'assurer de cette information, c'est que la banque ne supporte pas à elle seule le coût d'Intelakar. Il y a aussi une partie supportée par Banque Maghreb. Donc la banque, quelque part, il supporte 2%, mais le reste, elle est payée, je crois, par Banque Maghreb aux banques. Mais je vais m'assurer de cette la différence, mais en tout cas, une différence qui est claire aujourd'hui, pour qu'on passe vers l'actualité qui est programme Força. Le programme Intelakar va être revu, il faut juste le rappeler. Il va être relancé sur de nouvelles bases. En attendant, bien sûr, le bilan. Bien que le bilan avant 5 ans, est-ce qu'on peut vraiment en tenir compte? La ministre a annoncé que le comité de veille va se réunir à nouveau avec les représentants du secteur bancaire dans les prochaines semaines pour tirer les conclusions des résultats du programme Intelakar et chercher les moyens de le rénover. Juste entre parenthèses. Donc on va attendre peut-être cela. Mais la différence entre Intelakar et, en tout cas, le contexte du lancement de Intelakar et celui de Força, avant même de se baser et de capitaliser sur les réussites et les erreurs de Intelakar, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un ministère en charge de l'insertion économique, de la toute petite entreprise et de l'emploi. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du rôle de la tutelle. Est-ce que ce n'est pas aussi du rôle de cette tutelle d'accompagner ce genre de programme? Une réaction, Abdillah Atid, et je passe à vous aussi, Youssef Nasseri. Tout à fait, parce que si ça s'appelle, comme vous l'avez dit, le ministère de la TPE, moi je reste là-dessus. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, on tourne autour de 97 à 98% des entreprises dans le monde entier, c'est des TPE. Parce que les multinationales, vous pouvez les compter sur le bout des doigts. Dans chaque secteur, il y a une ou deux. C'est le cas aussi au Maroc. C'est ça. Par exemple, s'ils veulent revoir Intelakar pour rester constructif,
Il faut, comme Sénassir l'avait bien souligné, commencer par prolonger la période de franchise. Pourquoi? Parce qu'on vient de sortir d'une pandémie, on est dans le gris avant de passer dans le blanc. Il faut donner une bouffée d'oxygène aux gens. Au lieu de faire une période de franchise de 6 mois, elle peut aller même jusqu'à 18 à 24 mois. Mais au cas par cas, il ne faut pas généraliser ça parce que les gens qui commencent à avoir des rentrées immédiates, par exemple quelqu'un qui a un café ou un restaurant, il a des recettes immédiates. Et lui, s'il est intelligent, il peut payer ses fournisseurs chaque 15 jours, 30 jours. Pourquoi lui donner une période de franchise de 24 mois? Ça serait même l'encourager à avoir un mauvais comportement avec l'argent qui s'accumule. Très bien. Et donc, un mot sur le rôle de la tutelle. Et quand je parle de la tutelle, je parle bien sûr du ministère de l'insertion ou de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Je crois que le rôle de ce ministère, il est très important. Et pour moi, le meilleur rôle, c'est de jouer un rôle de coordinateur, un rôle de coordinateur des programmes qui existent. Parce qu'on a une seule jeunesse au Maroc, il n'en a pas plusieurs. Donc pourquoi à chaque fois qu'on sort un programme, on doit le donner à notre organisme qui est complètement différent? Et d'ailleurs, vous parlez de la SMIT? Je parle de la SMIT, je parle des autres programmes, je parle mais principalement de la SMIT, sachant que la SMIT, on se rappelle qu'au moment en plein pandémie de Covid, elle avait lancé un programme dans le domaine touristique et jusqu'à aujourd'hui, je crois que 95% des gens, ils ont déjà fermé la porte. Donc, déjà, on sort d'une expérience qui a connu un échec total et pour entamer une nouvelle expérience qui est généralisée à tous les secteurs et non pas à son secteur d'activité par excellence. Donc, pour revenir au ministère de tutelle, je crois qu'il devait jouer un rôle important de coordination des programmes qui existent. Et Dieu sait combien de programmes d'accompagnement il existe au Maroc. Il y a des programmes d'accompagnement qui se font par quelques banques privées de la place. Il y a des programmes qui se font par la Banque mondiale dans différentes régions du Maroc. Et c'est les mêmes programmes, c'est les mêmes modules. Il y a des programmes qui se font par le ministère de l'Industrie via Maroc PME, l'Agence nationale de la promotion de la moyenne et petite entreprise. Il y a des programmes donc je crois que si on avait un organe de coordination de ces programmes pour les rendre complémentaires, et tout à l'heure on parlait de la durée de vie de l'entreprise, on dit que les 3 premières années elles sont critiques. À partir de 5 ans, on garantit la pérennité de l'entreprise. Pourquoi on ne met pas des programmes? C'est vrai qu'il y a des petits programmes typiques d'accélération, mais pourquoi on ne met pas des programmes qui interviennent le long de la durée de la vie de la petite entreprise? Des programmes qui sont en pré-création, en post-création et après-création jusqu'à 18 mois, et un autre programme qui va prendre le relais de l'entreprise de 18 mois à 3 ans et de 3 ans à 5 ans. C'est ça ce qui se fait ailleurs. Mon ami Atid, il a parlé du Canada que je connais aussi très bien. Il y a des programmes qui sont spécifiques selon l'âge de l'entreprise. Et on parle de l'accélération, on parle aussi maintenant de l'accélération plus. C'est de l'accélération là où on intègre le digital et on intègre l'intelligence économique dans les entreprises. Et Covid, et comme je dis toujours, Covid était une opportunité énorme pour se rattraper et faire un vrai bilan et d'entamer un nouvel ère. Mais malheureusement, on est revenu. Est-ce que le lancement, vous pensez que le lancement Força, il n'a pas été un peu hâtif? Quand je dis hâtif, c'est d'abord faire un pré-bilan sur Intelaka avant de se lancer avec un nouveau programme et un nouveau budget alloué à ce programme. Exactement. Donc, comme vous avez dit, il fallait qu'il y ait un bilan d'Intelaka. Il fallait qu'il y ait un bilan de l'INDIH. Et ça, je crois qu'il existe. Et ils sont en train de faire l'évaluation de la troisième phase. Et ça a été aussi, hâtif du fait que rien que cette semaine, on vient d'apprendre que la moitié des régions où l'appel d'offres est sorti infructueux pour les incubateurs. Ça, d'une part. D'autre part, et ça c'est pour moi le point le plus critique et le plus dangereux, c'est que
À ce jour-là, il n'y a aucun contrat cadre entre la SMIT et les organismes de microcrédit parce que personne n'a répondu et l'appel d'offres, il était infructueux. Donc, on démarre un programme sans avoir les incubateurs dans plusieurs régions, sans avoir de contrat cadre avec les microcrédits. Donc, pour le moment, ceux qui ont soumissionné, ils ne peuvent pas avoir de l'argent parce qu'il n'y a aucun organisme de microcrédit qui s'est mis d'accord avec la SMIT. C'est ça, effectivement, la Société marocaine d'ingénierie touristique, est-ce que vous pensez que c'est encore une fois une preuve que c'est un mauvais choix pour piloter le programme? Si vous pouvez juste répéter, il y avait une coupure de son, Madame Khadija. Est-ce que vous pensez que le choix de la SMIT a été bon, notamment pour piloter ce programme sur la base de ce que vous nous avez dit à l'instant? Pas du tout, pas du tout. La SMIT, il n'a pas encore même pas fait le bilan du programme de financement pour les porteurs de projets dans le domaine touristique il y a moins de 2 ans. On lui rajoute un programme. Et pourquoi on donne à la SMIT alors qu'il y a un organisme, il y a un ministère de tutelle avec plusieurs organismes et agences qui peuvent faire, qui sont dans le domaine. Si j'avais, par exemple, il y a l'ANAPEC qui travaille dans l'employabilité et en partie il travaille dans l'entrepreneuriat. J'aurais aimé que ce soit l'ANAPEC, j'aurais aimé que ce soit le ministère de l'Intérieur via les centres régionaux d'investissement qui ont un programme similaire. Et quel est le rôle aujourd'hui des CRI là-dedans? À ce jour-là, je crois que les CRI, j'ai pas une idée très claire parce que le programme en sa totalité n'est pas clair, mais je crois qu'ils vont jouer le rôle d'incubateurs ou de locaux d'accompagnement mais j'ai pas une idée claire qu'est-ce que va faire les CRI parce que la SMIT elle a lancé un appel d'offres pour recruter au minimum 2 incubateurs par région, sinon un incubateur par ville. Et la moitié de cet appel d'offres il est sorti infructueux. Donc pour moi, s'il y a des incubateurs et il y a une plateforme digitale de e-learning pour les entrepreneurs, je vois pas que va faire les séries en plus. Donc, pour moi, ce point-là n'est pas clair. Je suis passé mon ami Atid, il a une idée là-dessus, le rôle des séries. Mais pour les appels d'offres sur la sélection des sociétés de financement, il a été infructueux, selon la SMIT. Donc là, on sait qu'aujourd'hui, il y a 100 000 demandes déposées via le portail forsa.ma. Donc, c'est sur 100 000, ils doivent maintenant attendre qu'un accord soit signé entre la SMIT et les microcrédits. Et ça biaise un petit peu le jeu parce que, à la place des organismes de microcrédit, maintenant, c'est la SMIT qui est les mains liées parce qu'il a déjà lancé le programme Força. Et donc, les organismes de microcrédit, ils vont se retrouver en position de force pour négocier, pour augmenter leur part leur part d'intérêt dans ce programme. Et ils ont raison parce qu'ils sont des entreprises à but lucratif, donc ils doivent chercher leurs intérêts. Mais c'est à la SMIT qui doit répondre pourquoi on lance un programme alors que tous les éléments ne sont pas encore prêts. Ça d'une part. D'autre part, les incubateurs ne sont pas prêts. Le financement n'est pas encore prêt. On lance un programme et encore, il y a un point très dangereux dans le lancement de programme Força. C'est qu'on a fait appel à des influenceurs. Je ne suis pas contre les influenceurs, mais je parle de l'influenceur en tant que métier. Aujourd'hui, l'influenceur, c'est un métier qui est dans l'informel. Parce que c'est pas qui ne paye pas d'impôts. Voilà, disons-le. Voilà, ils sont dans l'informel, c'est ce que je dis, ils sont dans l'informel. Donc comment, au moment du lancement, la SMIT ou les organes avec qui il a sous-traité la campagne de lancement et la campagne de com, ils vont payer, on ramène des gens à la télévision, on ramène des gens dans les réseaux sociaux qui sont dans l'informel pour mettre en place un programme qui est censé aider les gens de migrer de l'informel vers l'informel. Donc, j'arrive pas personnellement à assimiler ce point. On fait appel à l'informel pour encourager les gens d'aller de l'informel vers le formel. Donc, il y a plusieurs points, malheureusement, qui
qui indiquent que le débarrage de Força il est mal parti. Nous allons certainement recevoir cette semaine la directrice qui n'a pas pu être avec nous. Il est clair qu'on a, par un souci bien sûr d'équité, nous l'avons invitée, mais elle n'a pas pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui. On va certainement la recevoir et lui poser ces questions, la directrice du programme Força. Puisque vous avez parlé de com, 23 millions de dirhams, est-ce que c'est beaucoup pour la com d'un programme tel que Força? Et puisque vous avez parlé d'influenceurs, ces mêmes journalistes de sites électroniques qui ont décrié et qui ont critiqué le fait d'avoir eu recours à des influenceurs pour le lancement de Força, eh ben on retrouve la publicité de Força sur ces sites-là. Et du coup, plus personne ne critique. Je dis ça, je dis rien, mais c'est la vérité aujourd'hui à Sénasseri. Une réaction peut-être à Atid. Juste, si je permettais, j'ajoute un seul point sur en 30 secondes. Permettez, je dis que... Allez-y, Sénasseri. Désolé, je vous en prie. Donc, je dirais qu'un programme institutionnel, étatique, public n'a pas besoin de cette manière de communiquer. Et il a fallu, j'ai quelques spots à la télé. On a trois télés publiques ici, 4 télés publiques au Maroc aujourd'hui. Il y a plus 7 chaînes de télévision qui font partie de la SNRT et qui couvrent toutes les catégories de personnes. Ça, d'une part. D'autre part, on est en plein Ramadan et on sait que le pourcentage d'audience après Adan al-Maghrib, il est énorme. Il a fallu juste un spot publicitaire et on aura l'effet sans pour autant perdre, parce que vous avez parlé de 4 millions de dirhams, mais en grande partie, c'est 23 millions sur ce qui représente que 20% du budget total de Força, avec le financement, l'accompagnement et j'en passe. Exactement. Donc, il a fallu quelques spots télévisés et à la radio pour qu'on arrive à notre objectif. La preuve, c'est que la vraie campagne de communication n'a pas encore commencé et on a déjà 100 000 dossiers déposés. 100 000 dossiers déposés. C'est beaucoup. C'est bien, non? C'est une bonne chose, 100 000. C'est ce que je dis. C'est une très bonne chose, même avant le lancement de la vraie campagne de communication prévue. Et je crois qu'ils doivent prendre en compte cet élément-là. Même sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, surtout. Il a peut-être un mot sur ces 23 millions. Non, les 23 millions, moi je les sur la communication autour de Força. Peut-être j'aurais utilisé 3 millions de dirhams pour la communication, quelques spots, comme Sénasseri l'avait bien dit. On a aujourd'hui 10 fois plus le nombre qu'on veut. On veut 10 000 entreprises, on a 100 000 demandes. Et les 20 millions, je les aurais utilisés en utilisant les installations, juste de faciliter les installations des régions pour envoyer des experts qui vont accompagner les gens par des formations sur les soft skills et la partie technique. Et je l'aurais utilisé. Mais moi, avec un peu de recul, j'aurais utilisé le ministère de la TPE, de l'inclusion, pour gérer ce programme-là. Et je laisse le ministère du Tourisme gérer ces graves problèmes de tourisme et qui sont mondiaux. Et ici au Maroc, on n'a aucune visibilité en matière de tourisme. Et maintenant, la ministre, elle est en train de vivre en quelque sorte une sorte de distorsion et de diversion aussi. Parce que les problèmes de tourisme, ils sont là. On avait plus de 250 hôtels qui étaient à l'arrêt à Marrakech. Aujourd'hui, on commence à les aider, mais on est en train de jouer le rôle de manager sapeur-pompier, sans visibilité, sans stratégie. Mais on trouve le moyen de lui donner un autre programme et de se fâcher aussi avec un ministre qui ne l'a pas caché dans la presse, qui est le ministre de la TPE, qui aurait pu utiliser Maroc PME et les installations des régions pour accompagner les gens. Parce que moi, mon mot-clé, c'est accompagner des gens, parce qu'on a des problèmes d'éducation et de graves problèmes d'enseignement. Et personne ne veut le reconnaître. Et chaque fois qu'on le dit, on nous dit, vous êtes négatif. Non, je suis réaliste, tout simplement. Mais ça a été reconnu. Un mot là-dessus, peut-être quelque chose à ajouter. J'ai d'autres questions. Oui. J'ajoute seulement que c'est vrai qu'avec l'expertise et le capitalisé de Maroc PME, ça aurait été un très bon démarrage et ça peut prévoir même une réussite. J'ajoute aussi que, à mon avis, on n'avait même pas besoin de lancer un appel d'offres pour avoir des incubateurs du secteur privé et des associations, du fait qu'on a une pépinière de locaux et qui sont prêts, je les connais personnellement, et ils sont prêts
à adhérer à ce type de programme, qui sont les chambres de commerce et d'industrie qui existent dans chaque ville et qui ont des locaux pour abriter ce type d'incubation. Sans parler, on va pas, sans parler de 2 mois et demi d'incubation, je ne sais pas comment on va pouvoir incuber en 2 mois et demi des gens qui n'ont jamais parlé d'entrepreneuriat, et on va leur parler d'entrepreneuriat et les incuber en 2 mois et demi. Ça, c'est notre question qu'on doit poser à Madame El-Harichi. Comment on peut incuber des gens en seulement 2 mois et demi? J'ajoute aussi Je ne manquerai pas de lui poser à Sénasseri. Merci. D'autre part, personnellement, je reçois des centaines d'appels de jeunes qui veulent avoir des informations sur Força et ils me demandent juste est-ce qu'ils doivent y aller ou non. Personnellement, je dis non. S'il est un porteur de projet qui n'a pas encore sa structure, je l'oriente soit vers le Centre régional d'investissement, soit vers l'INDIH. Je vous donne un simple exemple. L'INDIH, il peut financer des coopératives jusqu'à 300 000 dirhams à fonds perdus par l'achat de matériel. Et là, c'est une action aussi, on ne donne pas de l'argent, mais on achète du matériel. Et pour les individus, le financement peut aller jusqu'à 100 000 dirhams à fonds perdus. Et figurez-vous, le premier bilan de l'INDIH, on a plus de 40% qui n'arrivent pas à survivre au-delà d'une année et demie, 2 ans. Donc, avec un fonds perdu, avec de l'accompagnement, et le porteur de projet n'arrive pas à survivre au-delà d'une année et demie. Alors, que dire d'un jeune qui va recevoir de l'argent en prêt? Donc, il y aura des remboursements après. Ça aussi, c'est une question à poser à beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pour ça, il ne suscite que des questions. Donc, à mon avis, on aurait dû rester sous tutelle du ministère de l'inclusion économique. On aurait dû impliquer les partenaires comme les chambres de commerce, et on va économiser plus des centaines de millions de dirhams dans le fonctionnement. Et ces centaines de millions de dirhams, ils vont aller pour augmenter la prime donnée aux jeunes porteurs, et surtout pour le recrutement de vrais conseillers et de vrais experts en entrepreneuriat, parce que malheureusement, de nos jours, on trouve des gens qui n'ont jamais vu d'entreprise, qui n'ont jamais côtoyé un entrepreneur, et ils n'ont jamais démarré une entreprise, et ils sont en train d'accompagner des entrepreneurs. Donc, je crois qu'il y a un erreur 404, comme disent les informaticiens, quelque part ici. Et ça, c'est le point crucial dans les programmes, c'est le pilier et le levier de réussite, c'est ce conseiller, cet accompagnateur et ce mentor qu'on choisit. Parce que malheureusement, on dit que par cause de manque de budget, on part vers des conseillers juniors, on part vers des conseillers débutants, mais là, on est en train de compromettre tout un programme pour économiser quelques centimes en parallèle. Oui, pour économiser quelques centimes, je dirais quelques centaines de milliers de dirhams, peut-être. Moi, personnellement, je crois toujours, de par ma spécialité de stratégie, les escaliers se nettoient par le haut. Déjà, il y a des ministres qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, et tout ça a filtré dans la presse et dans des termes qui ne sont pas toujours agréables. Le ministère du Tourisme, il est en charge d'un secteur fortement sinistré mondialement et qui doit redémarrer. Je pense que ce chantier lui prendra au moins les 3 prochaines années pour être redressé. Ce programme Força est sans complexe. Il faut le rapatrier vers le ministère de la TPE, qui doit utiliser l'argent de la communication pour payer des experts qui vont dans les régions. Mais de toute façon, le budget a été déjà débloqué et les contrats ont déjà été signés. On ne va pas revenir là-dessus. Utiliser les bureaux des régions et des chambres de commerce pour ne pas avoir beaucoup de charges inutiles, et aller vers l'accompagnement 36 mois. Et pour Intelaka, pour le sauver, il faut prolonger la période de franchise. Tout est réparable s'il y a une volonté politique, et si les gens tirent vers le bas leur ego, même en tant que ministre, rapatrier un programme, parce que dans l'autre ministère, on va libérer la ministre du Tourisme pour travailler sur un chantier très sinistré. Les hôtels sont à l'arrêt à Marrakech et à Agadir, et elle va faire Força pour les jeunes, qu'elle s'occupe d'abord de sa fonction de base avant de faire une extension de sa fiche de fonction.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres failles, selon vous, sur ce programme Força? On va juste parler peut-être. Il y a un prêt d'honneur. Qu'est-ce qu'un prêt d'honneur de 100 000 dirhams? Qu'est-ce que c'est? 100 000 dirhams sans garantie, sans intérêt, mais sur l'honneur. Ils ont 10 000 dirhams à garder. Et un taux d'intérêt de 0%. Oui, donc ça, c'est non négociable par les organismes de microfinance. C'est pas avec un taux d'intérêt à 0% parce que c'est pas comme Telaka. Le taux d'intérêt, il va être supporté par l'État. Donc, pour le bénéficiaire. Pour le bénéficiaire, je parle. Pour le bénéficiaire, oui, pour le bénéficiaire, c'est à 0%, mais c'est l'État qui va supporter la totalité des intérêts de ce prêt. Très bien. Mais est-ce que, selon vous, que pensez-vous de ces limites-là, de ces données-là sur le crédit à 0% et les 100 000 dirhams? Écoutez, si on garantit un vrai accompagnement avec de vrais conseillers en entrepreneuriat, avec de vrais experts, je crois qu'on pourra assurer une partie de la première marche pour monter. Quelle est la première marche? Est-ce que déjà sans organisme de financement avec les chèques et d'incubateurs, est-ce que l'échéance à fin 2022 est réaliste et réalisable? Non, je crois que les microcrédits maintenant, ils sont en position de force, donc ils vont pouvoir négocier plus. Et sans intervention, je crois, de la haute autorité, je crois que l'accord n'est pas pour demain. Donc, à mon avis, cette échéance ne pourra pas être difficile à réaliser. Ça, d'une part. D'autre part, n'oublions pas qu'avec Covid, il y a cette guerre qui a rendu toute la matière première et la logistique chère dans le monde. Donc, je crois qu'il faut revoir le chiffre de 100 000 dirhams à donner aux entrepreneurs. Le coût de l'énergie, il est très élevé aujourd'hui au Maroc. Comparaison avec d'autres pays de même ordre de niveau de développement. La cherté de la matière première, la cherté de la logistique. Et donc, je crois que beaucoup de points d'interrogation se posent sur ce montant de 100 000 dirhams que va faire pour un vrai entrepreneur. Notamment, on parle qu'on veut encourager à avoir des idées innovantes, on veut avoir des projets relativement dans le domaine de l'industrie. Je crois que ça va être quelque chose de très difficile. Alors, messieurs, si vous le permettez, pour finir cette émission, peut-être quelques petits éléments, et comme je disais dans mon introduction, même si ce n'est pas notre rôle, mais effectivement, c'est notre rôle de questionner des programmes gouvernementaux. C'est ça la démocratie. Est-ce que, d'abord, vous avez dit que tout était rattrapable, que ce soit pour Intelaka, tout est réparable. Réparable et rattrapable. Je pourrais dire rattrapable parce que ce n'est pas encore lancé pour Força, donc rattrapable, pas récupérable. Quels sont les éléments à fine-tuner? Vous en avez cité quelques-uns, et notamment pour l'utilisation de structures déjà existantes, les chambres de commerce et j'en passe. Quels sont les autres éléments que vous voyez importants avant de réellement lancer? Parce qu'il y a eu les effets d'annonce, il y a eu l'effet d'annonce de Força, mais le lancement effectif de Força. Une petite parenthèse. Par exemple, pour Intelaka, il faut prolonger la période de franchise au lieu de parler d'un pays parce qu'on vient de sortir de 2 années de pandémie et maintenant il y a la guerre d'Ukraine qui a bouleversé toutes les données. Donc avec ça, on va donner une bouffée d'oxygène aux gens pour qu'ils puissent rembourser avant d'établir des statistiques peut-être qui sont erronées. L'accompagnement en tout temps, il est bon. On peut utiliser les installations qui sont gratuites dans les chambres de commerce et dans les 12 régions pour envoyer des experts chaque 15 jours, faire peut-être un dimanche de 9h à 11h ou de 10h à midi, des capsules avec les gens, soft skills et la partie technique. Pour Força, rien n'est encore perdu. Força, il aurait dû commencer par un pitch oral, c'est ce que fait Réseau Entrepreneurs du Maroc, encore une fois, pour ne pas exclure les gens qui ne peuvent pas aller sur une application. Pourtant, c'est des menuisiers, c'est des ferronniers qui sont excellents. Ce sont des femmes qui travaillent de chez elles. On n'a pas parlé des femmes. Exact. Et justement, ce programme Força est destiné aux femmes et l'inclusion de la femme dans le tissu économique formel. Parce que
C'est ça le problème de l'inclusion de la femme dans le tissu économique, c'est que la plupart vont dans l'informel, dans l'informel. Moi, j'aurais aimé, au lieu de renvoyer les gens sur l'application, elle est facile. Mais pour quelqu'un quand même qui n'a pas fait beaucoup d'études, et il va aller dans un cyber. Il y a de moins en moins de cyber. Donc, comment il va aller sur l'application pour remplir? Si on a 100 000, peut-être on aurait 300 000 si on avait fait un pitch sous forme de vidéo pendant 5 minutes, et on le fait dans beaucoup de pays, où la personne parle très à l'aise pour présenter son projet. Une femme qui sait faire de la broderie, etc., elle va même montrer des exemples. 5 minutes, c'est largement suffisant. Ils peuvent limiter la vidéo à 5 minutes. Au niveau de l'accompagnement, Força, on peut toujours le rattraper et très rapidement en utilisant des installations gratuites, encore une fois, des chambres de commerce et des 12 régions, parce qu'ils ont un rôle à jouer, et envoyer des experts. Et tout ça, je pense que l'AFMIT n'est pas faite pour ça. Vous insistez sur le rôle. Il faut s'appuyer, encore une fois, sur Maroc PME. Elle est là, elle a une expertise et des réussites qui sont accumulées. Et des ressources humaines qui sont payées par l'argent du contribuable. Youssef Nasseri, le rôle de la société civile, pour conclure, ou peut-être un autre élément de fine-tuning, comme les a présentés, ou en complémentarité à ce qu'a présenté Ila Atid. Pour moi, si on veut réellement réussir l'entrepreneuriat des jeunes, je le dis, je le redis, je ne cesserai de le répéter, on doit avoir des programmes complémentaires. Et pour moi, Força aurait été une chance énorme de réussir, c'est devenu pour compléter un des programmes qui existent déjà. Un simple exemple, comme j'ai cité dans une autre émission toujours sur Midi 1, c'est que avec les centres régionaux d'investissement aujourd'hui, avec leur nouvelle vocation, qui ont commencé à s'intéresser aussi à l'entrepreneuriat et à la très petite entreprise, ils ont des programmes. Ils lancent des appels à manifestation d'intérêt, appels à projets. Ils reçoivent des centaines, sinon des milliers de jeunes. Et parfois, ils reçoivent des jeunes de très bons profils pour être entrepreneurs. Mais le blocage que connaissent ces jeunes, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir l'apport personnel des 30%. Ça, d'une part. Et pour ceux qui arrivent à avoir les 30%, ils n'arrivent pas à avoir un loyer, louer un local pour recevoir le matériel. Donc, imaginons aujourd'hui, c'est Força, il est venu pour financer l'apport de 30%, et financer le fonds de roulement pour avoir un loyer de 3 à 6 mois pour ce jeune entrepreneur. Croyez-moi, le nombre de bénéficiaires, il aurait été plus que triplé avec ces programmes, rien qu'avec les 2 programmes que je connais très bien de l'NDH et les 3 programmes de la Banque mondiale, l'NDH et des centres régionaux d'investissement, on aurait triplé le nombre et même peut-être atteint un nombre beaucoup plus que celui fixé par Força, qui est venu juste comme un programme qui fait, je vous dis qu'il fait la même chose et même il fait moins parce que l'NDH, il donne 100 000 dirhams à fonds perdus par l'achat de matériel. La même chose pour le Centre régional d'investissement, la même chose pour les banques de la Banque mondiale, la même chose pour des coopérations internationales, étrangères qui existent au Maroc, sans les citer. Il y a au moins 6 coopérations étrangères via leurs ambassades qui font la même chose et qui touchent tous les secteurs et toutes catégories de jeunes. Bien sûr, quand je parle de jeunes, il y a aussi la femme. Il y a même une coopération étrangère qui ne s'intéresse qu'à l'entrepreneuriat féminin. Imaginons c'est Força. Il est venu pour remédier aux problématiques de l'apport personnel que doit avoir le jeune entrepreneur. Je vous garantis, et je le dis haut et fort, on aurait triplé le nombre de jeunes et de jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale et non pas faire venir un programme. Pour moi, je le redis, Força, c'est un programme de trou. Voilà, l'idée est claire. D'un côté, c'est choisir la bonne institution pour chapeauter ce programme Força pour qu'il puisse réussir. La libérer. De Ila Atid et Youssef Nasseri qui insiste sur cette idée au lieu tout simplement d'avoir plusieurs programmes, en avoir plusieurs mais avec une vision transverse. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Beaucoup de questions restent en suspens et comme je l'ai promis à Youssef Nasseri, elles seront posées à qui de droit. Merci Abdillah Atid, merci Youssef Nasseri. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée à toutes et à tous.